À cette excellente nouvelle, je vous le disais juste avant les sports. Olivier Dubois a été libéré après 711 jours en captivité au Mali. Wassim Nasr, on en parlait il y a quelques semaines, maintenant quelques jours, puisque vous aviez interviewé le chef d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et il ouvrait les négociations à la libération d'Olivier Dubois. Absolument, donc c'était une porte ouverte aux négociations. Est-ce que ça a accéléré les choses ou pas? On ne sait pas précisément, mais en tout cas aujourd'hui on sait qu'Olivier Dubois est libre, qu'il est à Niamey. Et il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce dossier, des autorités françaises, mais les autorités locales aussi, depuis 2 ans. C'est long, c'est vrai, mais on est dans la moyenne, on va dire, des négociations pour la libération d'otages. Donc le 8 avril, le 8 du mois prochain, il aurait passé 2 ans en captivité chez Al-Qaïda. Dans cette interview, on avait la première confirmation, c'était vraiment Al-Qaïda qui le détenait. Donc il n'y avait plus place à l'ambiguïté. On avait aussi l'information comme quoi les autorités françaises avaient entamé, avaient ouvert, on va dire, des portes de discussion. Et finalement, on voit aujourd'hui que ces portes de discussion ont abouti à la libération d'Olivier Dubois, donc dernier otage français au monde, notre confrère, le journaliste Olivier Dubois. Journaliste qui travaillait pour Le Point, pour Libération, pour Jeune Afrique, qui travaillait donc au Mali. Je crois qu'il était basé au Mali avant de se faire enlever. Il était dans l'exercice de ses fonctions. Il était en train de travailler quand il a été enlevé. Absolument. Donc, il était déjà au Mali depuis un moment. Il avait travaillé pour les journaux locaux. Il était freelance pour les médias français que vous avez cités. Et il a été à Gao parce qu'il envisageait, en tout cas, où il préparait une interview avec un chef local, chef militaire d'Al-Qaïda. Après, Al-Qaïda a nié que cet entretien allait avoir lieu par la bouche de son chef, mais aussi auparavant par d'autres sources. Mais on ne sait pas aujourd'hui est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Il n'y a que Olivier qui pourra finalement confirmer la teneur de ces contacts, mais on sait que le 8 avril de 2021, il a été à Gao pour conduire cet entretien qui devait se dérouler à un endroit à Gao ville, et qu'une fois arrivé, il a été exfiltré à l'extérieur de la ville, et c'est là où il a disparu. Excusez-moi, dans l'entretien avec le chef d'AQMI, il assurait que Olivier Dubois n'avait pas été enlevé oui, dès le début par AQMI, en fait, voilà, par un groupe crapuleux. Voilà, il dit qu'il n'a pas été attiré, il n'a pas été trompé. Oui. Donc c'est les mots qu'ils ont choisi de dire par 2 fois, donc par une source d'AQMI quelques mois après la prise d'otage, et puis par le chef qu'on avait interviewé dernièrement. Parce que, si vous voulez, il ne pouvait pas l'inviter et le kidnapper. Il y aurait eu vice de procédure, j'ai envie de dire. Mais après, encore une fois, on ne sait pas aujourd'hui. C'est la version d'AQMI. En tout cas, c'est la version d'AQMI, et il n'est pas exclu qu'un groupe crapuleux ait commis le kidnapping, parce que dans les histoires de kidnapping, souvent, ce sont des groupes crapuleux qui commettent l'acte en soi et puis transfèrent l'otage à un groupe djihadiste ou un autre, parce que les groupes djihadistes ont les moyens de les détenir. La preuve en est parfois plusieurs années, et ils ont les moyens et les canaux pour les négocier. Ce qui n'est pas dans la capacité, on va dire, d'un groupe criminel lambda, ce qui n'est même pas dans la capacité aujourd'hui, par exemple, d'un groupe comme l'État islamique, qui a préféré, par exemple, quand il est tombé sur des employés d'ONG français à Kouré au Niger en 2020, qui a préféré de les tuer sur place et de ne pas les kidnapper. Donc c'est vraiment quelque chose de détenir un otage occidental en termes de logistique, en termes pour le maintenir en vie, pour le déplacer indétecté. C'est toute une logistique qui n'est pas à la portée, on va dire, de tout le monde. Rappelez-vous, quand 2 touristes français ont été pris en otage au Bénin en 2019, il y a eu un transfert via le Burkina. Ils ont été arrêtés, les kidnappeurs arrêtés au Burkina. Ça a coûté la vie à 2 forces spéciales français à l'époque. Les otages ont été libérés, mais on voit bien qu'il y avait une volonté de transfert vers le Burkina, voire vers le Mali, où cette logistique existe pour maintenir un otage en vie, surtout pour sa valeur marchande, entre guillemets, et aussi pour pouvoir le déplacer facilement. Ça ne se passe pas comme ça. C'est toute une logistique, encore une fois. Il est une monnaie d'échange, bien sûr. C'est une monnaie d'échange. Un otage est une monnaie d'échange. C'est une monnaie d'échange. Il a une valeur monétaire et symbolique, j'ai envie de dire, juste pour imaginer, par exemple, on sait aujourd'hui que pour la libération de Feu Soumaïla Cissé, ancien opposant malien, que pas moins de 6 millions d'euros ont été mis sur la table.
Donc c'est au même moment que Sophie Petronin a été libérée. Elle, par contre, elle a été libérée contre la libération de certains détenus que JNIM ou Al-Qaïda réclamait. Mais le gros morceau, c'était Soumaïla Cissé. Et quand on sait, par exemple, que le budget d'AQMI pour le nord du Mali, ils oscillent autour de cette somme par an, donc on imagine la valeur marchande qui est très importante, mais aussi la valeur symbolique de détenir un otage occidental et aussi la capacité de négocier des libérations dès lors avec ce genre de procédés, on va dire, et de négociations. On se rappelle par exemple que Al-Qaïda a fait un coup politique avec la libération de Soumaïla Cissé et Sophie Petronin, et pas que, parce qu'il y avait aussi les 2 ressortissants italiens, en demandant la libération de quelques 200 personnes. Parmi ces 200 personnes, il y avait des gros noms, on va dire, ou des personnes importantes dans le djihad, mais il y avait aussi des petites mains. Les gens qui amenaient le gasoil, les gens qui réparaient les motos, etc. Pourquoi? C'est pour contenter les populations locales et leur dire, voilà, on libère les vôtres, on est aussi là pour vous, etc., etc. Donc il y a un coût politique, il y a un coût monétaire. Mais on imagine que la France va garder sa position officielle. Elle ne donne pas de l'argent, elle ne répond pas aux rançons. Après, évidemment, mais on ne sait pas aussi quelles étaient les conditions aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que l'argent qui se négocie. Il y a aussi la libération, comme on disait, de djihadistes. Il y a aussi des accords tacites qui se font entre les pouvoirs locaux et les groupes djihadistes. Il y a des canaux de discussion. Et il faut rappeler aussi qu'on est dans une séquence où la France a quitté le Mali. On est dans une séquence où, pour la 3e fois, par la voix du chef d'AQMI, dans cette interview qu'on a fait, il dit que le sol français n'est pas visé. Donc 2e fois par sa voix, 3e fois par le groupe. Il y a un communiqué du JNIM en 2021, 2 communiqués. Donc on est dans une nouvelle séquence aujourd'hui. Et je pense que la libération du dernier otage français, aussi, ça a un sens dans cette dynamique-là. C'est un dossier, on va dire, qui est soldé et pas forcément contre une contrepartie qui se compte en argent. Il y a plusieurs autres sujets de discussion avec les groupes qui sont actifs dans ces zones et particulièrement Al-Qaïda, parce qu'Al-Qaïda accepte de négocier avec les autorités locales, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit aussi au Burkina Faso. Je ne sais pas si